Brice, c'est très gentil d'être venu me voir. C'est un plaisir. Voilà. Bon, évidemment, la story des années 80, c'est une anthologie, mais j'aimerais aborder, parce que... Une anthologie égoïste, comme diraient certains auteurs. Oui, mais c'est vrai, parce qu'encore une fois, ce sont des coups de cœur, des sensibilités qui ressurgissent au cours des pages. Oui. Mais ce qui m'a un peu, non pas intrigué, bon, c'est vrai que tu retombes souvent dans les années 70, dans les années 60, heureusement, parce que c'est là un petit peu que les graines ont été semées. Mais je me suis posé, et j'ai vu ton ouvrage sous un autre angle, le matériel que nous avions à cette époque-là pour écouter la musique. Parce que moi, bon, dans les années 60 ou 70, j'avais le Philips avec les deux petites bobines, puis j'ai eu le Telefunken avec les larges bobines. Voilà. Qu'est-ce que tu avais, toi, étant tout jeune? Ah oui, alors, étant tout jeune, vraiment, le tout premier, c'était, il était fabuleux, c'était le lecteur de disques Philips en bois précieux de mon grand-père, stéréo. Il y avait évidemment Qui toujours le meuble. c'est ça, oui, donc qu'on pouvait déboîter parce qu'il était portable, enfin portable, il était quand même comme ça. Et donc là, d'ailleurs quand j'étais petit, je ne pouvais pas poser moi-même la pointe sur le sillon. Et après on a commencé à se développer, mon frère a acheté la fameuse Dual 601, puis il a fallu un ampli, puis il a fallu les baffles, et puis est arrivé le gros Sony à bande, donc le Sony TC 570, donc on se faisait des bandes de 4 heures, là on était dans le milieu des années 70, et puis vers la fin des années 70, on a commencé à voir arriver les appareils techniques où on avait directement l'ampli avec les baffles et avec la... Mais on sent directement l'oreille du pro et le besoin du pro dans du matériel, parce que moi j'ai été simplement à enregistrer, donc d'accord, nous avions des disques, tout à fait d'accord, mais alors est venu le moment, je vais dire, des amplificateurs style Bang & Olufsen. Voilà ce qu'on avait, quoi, nous, le peuple. On cherchait à avoir un bon son, parce qu'il fallait avoir un bon son pour écouter la musique. Et comme Jean-Michel Jarre m'a dit un jour, à l'époque, c'est tout juste si on ne construisait pas sa maison autour de sa sono. Et puis après, ça a été vraiment un des apports des années 80, c'est que début des années 80, la musique devient mobile. C'est-à-dire qu'on a nos gros appareils à cassette qui arrivent avec les gros baffles dedans intégrés. Avant ça, c'était des musicassettes. Il y avait juste un petit baffle avec un son épouvantable. Bon, enfin bon, à l'époque, on écoutait la radio en longues ondes avec un son épouvantable aussi, donc on s'en accommodait. Là, les choses ont commencé à changer, puis il y a eu le baladeur, et donc la musique est devenue mobile, donc plus présente dans notre vie, elle nous accompagnait. On était obligé de rester à côté de la musique avant. À partir des années 80, on l'a emporté avec nous, mais elle a baissé en qualité de son. C'est ça qui était quand même très particulier, et je pense que, et je suis même certain, qu'à partir de ce moment, on a eu une musique qui a été produite pour être mobile, donc qui est devenue binaire, avec du rythme, donc quelque chose qui avait facilement du volume, à la différence de ce qu'on a pu appeler le rock symphonique, le rock progressif, où il se passait énormément de choses, et il fallait donc un bon... Pour bien écouter les Beatles de la fin des années 60, ou du Genesis, ou du Pink Floyd, il fallait la bonne sono pour percevoir tous les sons. Alors quand on se lance évidemment dans ce type d'ouvrage, comment peut-on créer une colonne vertébrale? Parce qu'il y a des vertèbres qui partent partout. Oui, mais la vie est comme ça. Oui, mais alors comment parviens-tu à limiter un petit peu sans faire écho, comme je l'ai dit précédemment, aux années précédentes ou aux décennies précédentes? C'est pour ça que j'ai commencé par ce simple constat, c'est avoir 18 ans en 1980, donc terminer ses études secondaires et entrer à l'université, ce qui est un basculement considérable dans une vie. On quitte chez les parents pour aller vivre en côte, pour aller... Allez, c'est l'aventure, c'est formidable, ça fait un peu peur aussi. Quand on se souvient, les jours qui précèdent, ça fait quand même un peu peur de partir. Et en même temps, 1980, c'est un chiffre rond. On passe d'une décennie à l'autre, et on a, justement, comme tu en parles de la sono, cette impression de vivre enfin l'époque moderne. Avant, l'époque moderne, elle était soit dans la science-fiction, soit dans les journaux télévisés, on voyait tout ce qui était à la pointe, mais ce n'était pas pour nous. C'était dans des laboratoires, c'était des gars qui faisaient de la recherche.
Et là, à partir de 1980, mais la technologie est à notre portée, elle commence à l'être partout. Ça va du répondeur téléphonique à la cassette vidéo qui permet d'avoir un film à soi. Et c'est extraordinaire, avoir un film dans les mains. Jusque-là, il était immatériel, le film, il était soit au cinéma, soit, miracle peut-être, qu'il allait arriver à la télé, on ne savait pas trop, puisque le monde du cinéma se méfiait de la télévision. Et puis la télédistribution qui multiplie le nombre de chaînes, les jeux vidéo qui arrivent et qu'on peut brancher sur la télé, le répondeur téléphonique qui va bientôt arriver, elle est partout à nous, cette technologie. Donc on est dans un monde moderne et donc ça nous rend enthousiastes. Ça nous rend enthousiastes parce qu'on s'imagine que ça va. On va continuer à aller sans cesse vers cette modernité qui va faire un monde meilleur. On va vers un monde meilleur, on a envie... Un monde meilleur. Mais oui. Ton ouvrage commence par un drame. Oui, bien l'assassinat sûr. de Lennon. Évidemment, c'est une façon aussi bizarre, en fait, de tourner la page de nouveau en 1980. En 1980, c'est le héros des Beatles qui se fait assassiner. Donc les Beatles ne vont jamais se reformer. Et donc, l'époque est bien terminée. Et à ce moment-là, on a aussi tous les grands groupes des années 80 qui n'existent plus, qui se sont séparés. Pour nous, ils ne se remettront jamais ensemble. Hein, ça va de Deep Purple à Yes, ils ne sont plus nulle part, tous ces groupes-là. Et ces artistes de variété qui disparaissent aussi, même si les émissions de variété sont très présentes, parce qu'il y a ce dernier élément de la modernité qui est rentré dans la musique et qui est devenu à la portée de tout le monde, c'est le synthétiseur. Avant ça, le synthétiseur, c'est des grandes armoires qui coûtent un pont. Donc pour les avoir, il faut aller dans un studio et avoir un technicien pour le faire fonctionner aussi. Et puis là, on peut en acheter un et l'avoir chez soi. Donc cet instrument va rentrer dans toute la musique. Alors bien sûr, on va avoir la New Wave, hein, c'est-à-dire les punks qui vont adopter le synthétiseur et créer une musique qui est radicalement différente, mais les artistes de variété vont l'utiliser aussi. Ça change toute la musique. Et il y a de bons spécialistes en Belgique à ce niveau-là. Ah oui, on avait un très grand spécialiste, qu'on a toujours d'ailleurs, hein, Dan Laxman, membre de Telex, et c'est vrai qu'on l'ignore et j'aime bien le rappeler, cet énorme son qui a cloué la planète entière, Born to be Alive. Début 1980, tout à fait. Fin 79, est-ce un hasard? C'est le son des gros synthés de Dan. On l'a appelé juste pour faire ce truc énorme qui fait que quand ça arrive, paf, on est écrasé comme les disques de Michael Jackson. Est-ce qu'il y a encore des dancing, des endroits comme nous avons connus maintenant? Ah, ça c'est vraiment une bonne question. Moi j'étais originaire de Charleroi, il y avait 2 ou 3 dancing là-bas qui étaient hyper pleins chaque soir pour ainsi dire. Chaque week-end, ça débordait sur les trottoirs. Oui. Je ne vois plus ça en ville maintenant. Alors, le propre des boîtes de nuit, généralement, et ça a entre guillemets toujours été ça, même si leur histoire est relativement récente, c'est courant des années 60, on a commencé à passer des disques dans les boîtes de nuit qui ont remplacé les orchestres, c'est que leur succès n'a qu'un temps, généralement. Hein. C'est une génération, il y a un engouement, et puis il y a autre chose, soit le patron qui a flanché, qui ne sait pas. Mais il y a quand même encore le Cactus, dans le sud de Bruxelles, à Oudergem, qui porte toujours le même nom. C'est quand même la boîte où le Wallace Collection avait passé son audition dans les années 60 chez EMI, c'est en jouant live là. Et c'est vrai que début des années 80, c'était l'endroit où on allait danser et où on pouvait croiser tous les petits frères de Gonzague. D'accord. Alors, la feuille est blanche, tu commences. Oui. Comment te lances-tu dans l'ouvrage? Eh ben, par là, j'ai 18 ans en 1980, inspiré par mon plus jeune fils qui est fan des années 80, mais bon, il n'est pas le premier jeune à aimer une musique du passé, mais là on se rend compte quand même qu'il se passe quelque chose et qu'il y a un phénomène autour des années 80, c'est un secret pour personne, il suffit de regarder les séries, il suffit de regarder des films d'époque. Tu imagines? Les années 80, c'est devenu des films d'époque pour cette génération-là, mais il a sa playlist, années 80 sur Spotify, et surtout il me dit qu'il aurait tellement voulu vivre dans les années 80. Et moi je me dis,
nous, quand on était jeunes, on avait envie de vivre à l'an 2000 pour avoir notre soucoupe volante et aller en vacances sur la Lune, ou encore bien plus loin. Mais on n'avait pas envie de vivre à l'époque des parents, dans les années 20, dans les années 30 ou dans les années 40. Ça aurait été ringard. Ah oui, voilà. On avait cette soif de présent et de modernité. On vivait bien dans le présent parce qu'on allait vers l'avenir. Et là, je me rends compte, en regardant et en m'arrêtant sur ces jeunes, parce que bon, ils sont toujours curieux. Voilà, on a les jeunes de Énergie travaillent avec nous chez Nostalgie. Donc moi, je les vois tous les jours, je les entends tous les jours, et j'ai des gosses, et eux, ils ont pas envie. Ils n'y pensent même pas, en fait, à cet avenir qui fait peur, parce que c'est pollution, parce que c'est ça, c'est le problème climatique, on n'a plus de projet commun qui nous fait rêver. Il n'y a pas une légende encore présente dans notre société qui a peut-être été créée par la conquête de l'espace à notre époque, qui nous a donné cette envie de dire « Ah oui, jusque-là, c'était des trucs de science-fiction, mais là, maintenant, à partir de 1969, on y est, et des années 60 avec le projet Apollo, et ça y est, on y était, on allait vers quelque chose de mieux, mais on s'est aperçu que ce quelque chose de mieux, vers lequel on allait, a créé énormément de pollution et de dégâts sur notre planète, et que maintenant, on paye la note, finalement, de ce monde meilleur vers lequel on allait. Et cette génération-là voit ces années 80 comme un espace, oui, je pense, de joie. Parce que bon, on a beau prendre sur YouTube et d'autres plateformes, enfin, on trouve pas mal de suggestions pour découvrir, mais on n'a pas la finesse, comme tu as fait, de mettre chaque morceau ou chaque individu dans son contexte, dans son propre cocon. Et c'est ça qui est captivant dans l'ouvrage, justement, c'est que tu nous parles de l'entourage des artistes pour ensuite expliquer un peu leur musique. Chose qu'on ne découvre jamais, je vais dire, sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est en fait intéressant, c'est que dans la vie, tout s'imbrique. Oui. Et moi, ce qui me frappe toujours, c'est que les gens sont étonnés quand on leur dit « Ah mais tu sais, tel artiste, David Bowie, Queen, ils ne sont pas rencontrés par hasard. Voilà. En studio, c'est David Bowie qui avait dit à Queen que ce studio-là était très chouette, qu'ils sont venus voir et que finalement ils l'ont acheté en Suisse et que la Mercury a découvert que vivre en Suisse, finalement, c'était pas mal. C'était pas mal et qu'ils s'étaient mis... il y a des interpénétrations, pas uniquement entre artistes. Et voilà, il y a tout le contexte. Nous sommes l'univers qui nous entoure, c'est aussi une projection de nous-mêmes. Donc il faut remettre tout ça. Ça, c'est le côté artiste. Et puis il y a nous à l'époque quand on les découvre. Et donc je ramène aussi tout vers la Belgique. Et puis ce qui est passionnant dans les années 80, et c'est vrai que ça a été le cas dans toutes les autres décennies aussi, mais parler de 1980 c'est très bien, mais en 89 on est dans une autre époque, on a basculé dans une autre ère, aussi bien musicalement qu'au niveau du cinéma, qu'au niveau politique. C'est pour ça que je raconte la chute du mur de Berlin. C'est bien de montrer les images à la télévision aujourd'hui, mais de me rappeler, moi, debout, milicien à l'époque, parce que j'ai fait mon service militaire très tard, milicien à l'époque devant la télé, et voir tous ces jeunes qui montent sur le mur, à quoi on pense? Non pas que c'est la fin du bloc de l'Est, c'est qu'on se dit à tout instant, ils vont leur tirer dessus. C'est un moment d'effroi pour nous, parce qu'on voit la joie, mais ils vont se faire tirer dessus, parce qu'on sait, nous, on a en nous tout ce qui s'est passé auparavant. Tout à fait. La chanson de Bowie, Heroes, c'est tous ces jeunes qui sont morts en essayant de passer au-dessus du mur ou à travers les barbelés. On sait à quel point le régime qui est de l'autre côté est implacable. Et donc ça, il faut l'expliquer aussi aux jeunes d'aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans nos années 80, c'est de dire, oui, l'époque est chouette, elle est enthousiasmante, et franchement, ça a été fameux, et on s'est bien éclaté. Mais il y a quand même beaucoup de clichés qui circulent aussi sur les années 80, que franchement, nous, oui, on n'a pas vécu. Parce que quand on écoute les chroniqueurs et les journalistes, souvent à la télévision, dans des chaînes infos, on a l'impression qu'on a tous vécu dans un film ou dans une série. Mais enfin, c'est pas ça, quoi. Tu n'avais pas un Rubik's Cube dans ta poche, tu n'avais pas tout le temps ton crayon pour remonter ta cassette, parce que ça nous est arrivé combien de fois? Une fois ou deux dans notre vie, c'est tout, quoi, alors qu'on les utilisait tout le temps.
Et tu n'étais pas coiffé comme Prince Tout à fait. quand tu te promenais dans les rues de Charleroi ou de Bruxelles. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, dans l'ouvrage, ici, ce qui m'a un peu, pas surpris, mais c'est la chronologie. Il n'y a pas de chronologie. Non, non. Il y en a Non. une au début, il y en a une à la fin. Oui. Si, alors, le Oui. dernier chapitre, c'est quand même le rappel des faits. Tout est Au bon niveau en rebondissement, chronologique, hein. Tout Oui, est oui. bon en rebondissement. Hein. Ben oui, parce que, en fait, il est impossible de faire une chronologie. Prenons par exemple Police. En 1980, c'est l'explosion depuis un an de leur succès. Et puis après, on est quand même obligé d'aller jusqu'à leur séparation en 1986. Et puis qu'est-ce que je fais après? Il s'est passé un tas de choses qui se sont imbriquées. Donc il faut revenir en arrière. Enfin, c'est juste pas possible. Et on ne peut pas prendre non plus année après année et puis revenir à chaque fois à l'artiste. Tiens, il faisait ceci, il faisait cela. Parce qu'il y a, dans leur histoire, il y a forcément une logique qu'il faut raconter d'un trait. Puis j'ai été privé aussi de cinéma parce que donc, mon éditeur a dit qu'il n'y aura pas assez de place. Donc tout était écrit concernant le cinéma et j'ai dû le mettre de côté aussi. Ton ouvrage est un piège. Hein, parce qu'encore une fois, bon, celui qui pourrait me dire oh, tu as vu le nouveau bouquin de Brice, je l'ai lu en 3 heures. Je l'étrangle. Parce qu'encore si on veut se mettre dans l'ambiance, tu cites un titre, ouais, il faut demander quelque chose, tu vas l'écouter. Ouais. Ça, c'est le but. Et quand tu l'écoutes, tu es dans toute une ambiance, dans toute une atmosphère, et puis alors, tu atterris quoi. Mais il y a combien de titres cités, à peu près? Ah, ça doit être assez énorme. Oui, oui. Il y a une blogueuse qui a d'ailleurs fait une playlist Spotify avec tous les titres cités. Alors évidemment, il y a plein de titres des années 60 et 70. Voilà, on est parti dans l'infini presque. On ne peut pas raconter une époque sans évoquer ce qui a précédé. On ne peut pas raconter le côté électronique des années 80 sans citer Kraftwerk ou Jean-Michel Jarre, par exemple. Voilà. Tu les as presque tous rencontrés? Je ne vais pas faire le compte, mais je dirais beaucoup, oui, forcément. Beaucoup. Oui. Après plus de 20 ans dans le métier et après une carrière aussi en tant que producteur qui a fait que j'ai beaucoup vécu le monde de la télé. Voilà. C'est pour ça que là j'en parle de ce monde de la télé des années 80 que j'ai bien connu et qui est quand même radicalement différent de celui d'aujourd'hui. Et de ce fait, ça a aussi changé l'histoire des artistes. Je m'explique. Dans les années 60, 70, 80, on a un réservoir d'histoires incroyable, de rencontres d'artistes qui ne peut plus arriver aujourd'hui. Qui viennent dans des petits festivals. Parce qu'il y avait les émissions de variété à l'époque. Il y avait aussi beaucoup de festivals. Oui, aujourd'hui ils sont très nombreux aussi les festivals, mais ils ne sont pas vécus de la même manière. Ce qu'il y avait dans les émissions de variété, c'est que tous les artistes passaient ensemble. D'accord. Ils devaient arriver à la répétition l'après-midi, donc ils étaient ensemble à la répétition, puis on allait manger. Voilà aussi. Et puis le soir, on enregistrait. Et généralement, après, on sortait. Comme il n'y a plus d'émissions de variété aujourd'hui, que fait un artiste? Il fait sa tournée promo avec son entourage, il va aller faire des télés, mais il va faire des talk shows. Voilà. Généralement, il reste seul, il ne rencontre pas les autres. Donc ce sont des émulations en moins entre eux au niveau artistique, et en même temps, c'est je dirais, un tiroir d'anecdotes qu'on n'ouvre plus, Tout à fait. puisqu'il n'y a plus ce type Et on n'a pas vécu. Et donc, moi, je raconte quelques-unes de ces histoires. Avoir vécu pendant toute une décennie des émissions comme La Classe ou encore Bon Week-end, où tous les artistes se retrouvaient, mais il se passait des choses, mais souvent hyper drôles, parce que mais une dizaine d'humoristes ensemble. André Valardi. Oui, oui, voilà. Lui, par contre, était assez calme. Oui, mais c'était un excellent bonhomme aussi. Oui, alors là, c'était quelqu'un de foncièrement gentil, mais s'il était excité par l'un d'eux, alors là, c'était parti. Et ça partait en vrille. Mais on était à table. Il y avait Sim à l'époque aussi. Oui, qui était aussi
un grand spécialiste, et alors toute la bande de la classe, Tout à fait. ils se retrouvaient quasiment tous dans une petite brasserie avant l'enregistrement. C'était avant qu'on construise le Stade de France, et donc c'était à la Seine-Saint-Denis, dans les grands entrepôts sur lesquels on a construit, donc ça n'existe plus aujourd'hui, en tout cas c'est plus aussi vaste. Et il y avait des vieilles brasseries qu'on n'aurait pas osé rentrer dedans, mais où on mangeait divinement bien, où ils se retrouvaient avant les enregistrements, et après. Et donc ça créait... Alors c'était tous des jeunes ensemble, mais aujourd'hui quand on aligne tous ces noms, on se dit mais ça fait un casting de ouf, quoi. Il y a un grand oublié dans l'ouvrage que tu t'es dit après. Oh bon sang. Alors il y en a beaucoup parce que l'ouvrage ne fait que 220 pages, mais il aura plus que probablement une suite, puisqu'il y a déjà plus de 100 pages sur le cinéma qui sont complètement écrites. Et le cinéma des années 80 est intimement lié à la musique, puisqu'il a été fait pour une bonne partie par des gars qui ont tourné des clips. Et pourquoi ils ont tourné des clips? C'est parce qu'ils venaient au départ du monde de la publicité. Ridley Scott, son frère Tony, qui a fait... Ridley Scott, on sait, Blade Runner, Alien, etc., Napoléon, actuellement, qui est à l'affiche. Et son frère Tony Scott, qui a fait Top Gun, c'est quand même... alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis dans la catégorie de ceux qui n'ont pas aimé. Mais c'est quand même la légende des années 80, aussi bien au niveau de l'image que de la musique. Et ces gars-là ont révolutionné le cinéma parce qu'ils arrivaient... Ils faisaient des éclairages dehors en plein jour pour créer des atmosphères. Ridley Scott, dès les duellistes, pour ceux qui s'imaginent que Napoléon c'est une première pour Ridley Scott, son premier film se passe à l'époque napoléonienne, avec deux gars dont le duel est sans arrêt interrompu. Pendant tout le long du film, Harvey Keitel, et j'ai oublié le nom de celui avec lequel il se dispute tout le temps, mais on a été frappé parce que il envoyait du brouillard et des lumières dedans en plein jour. C'était fascinant. Mais pourquoi? Parce qu'il venait du monde de la pub et qu'il avait fait des trucs de 30 secondes. Donc lui, il arrivait avec, oui, j'ai une histoire, mais surtout, je vais mettre ça en scène au niveau de l'image. Je vais créer de belles images. Alien, c'est ça. Ce sont de beaux décors. C'est toute une génération. Greystoke, et puis même côté français. Quand on voit pour la première fois Subway, mais c'est fascinant comme film, et on découvre un nom derrière, Luc Besson, parce qu'il a filmé le métro, mais tel qu'il était. Pour avoir bien connu Paris à l'époque, c'était tel qu'il était, mais il a filmé le métro comme on n'avait jamais vu ça. Les décors, la vie dans le métro est un personnage du film. Et à la même époque, on a également le film de Claude Berry avec Coluche, Ciao Pantin, qui sont vraiment les quartiers qui étaient fort vieux, tristes et sordides de Paris, que j'ai aussi très bien connus, et des boîtes punk comme le Gibus. Et donc on va voir des films aussi bien pour l'histoire, pour les comédiens, que pour les images. Ça n'était jamais arrivé avant. Et tous ces mecs-là vont tourner des clips. Et donc vont être intimement liés au monde de la musique. C'est pas un hasard si c'est Besson qui a tourné Pulmarine d'Isabelle Adjani, par exemple. Donc élaguer l'ouvrage a été très pénible alors. Oui, mais ça a été très rapide. Carrément tout un chapitre. Comme ça, il fallait pas trop abandonner la musique, parce que c'est et c'est pas un hasard, parce que c'est une des choses qui a radicalement changé, c'est qu'on était beaucoup plus attaché à notre musique, je dis pas la musique, à notre musique à cette époque-là qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut écouter tous les disques qu'on veut gratuitement. À l'époque, pour écouter un disque, il fallait l'acheter. Et c'était un budget. Donc les disques qu'on avait, on les écoutait beaucoup et souvent. Il y avait très peu de radios musicales, c'était le début des radios libres, après elles se sont multipliées, mais la musique qu'on aimait, on la découvrait par moment à la radio, mais on allait acheter le disque pour pouvoir l'écouter aussi souvent qu'on voulait. Aujourd'hui, on a Spotify, on a YouTube, donc elle était précieuse. Et donc, s'il faut vraiment parler des années 80, du côté le plus précieux des années 80, c'est vraiment la musique. Je ne sais pas si tu as connu des endroits comme la Ferme Blanche à Malone, ou bien alors il y avait la Baratte à Bois-de-Villers. Oui. Est-ce que des endroits comme ça existent encore? Bien sûr, oui. On n'y passe plus le même genre de musique. Quoique,
on n'a jamais vu... Non, mais là, on rencontrait les gens étaient là. J'ai vu Gilbert Montagnier, j'ai vu des auteurs, il y avait des affiches pas possibles. Ah, il y avait beaucoup d'artistes qui jouaient en boîte, Oui, forcément, oui, pour promouvoir leur disque. Ça se fait encore? Des artistes qui tournent en boîte, oui, bien sûr. Oui. C'est un monde que je ne fréquente pas. Oui, mais évidemment, la musique a radicalement changé. Aujourd'hui, les DJ sont les vedettes. D'accord. À l'époque, le DJ il poussait le disque, il faisait de la sono, comme on disait. Il sonorisait une soirée. Aujourd'hui, il fait le spectacle. Un spectacle quand même assez rudimentaire, il faut bien le dire, puisqu'il faut bien le dire aussi, la plupart de ces DJ ne mixent pas en live. Ils viennent, ils ont leur son, ils ont leur clé, tout leur mix est là, pour le reste, ils tournent sur des boutons, il faut... Hey. Bon, voilà. La nostalgie des accords de guitare, oui. Oui, et je pense, alors c'est vrai qu'elles nous ont manqué pendant une bonne quinzaine d'années, mais je pense que là maintenant le rock est en train de revenir. On va voir. Mais là ça se sent quand même, de manière sensible. Oui. Oui, il y a le nouvel album des Stones, évidemment, les Beatles, mais il y a beaucoup d'artistes rock qui recommencent à émerger. On va voir. Touchons du bois. Il y a beaucoup de choses qui ont été éditées ou du moins enregistrées à l'époque qui ressortent maintenant avec quelle sonorité qu'on n'avait pas nous à cette époque-là. Parce qu'encore une fois, on est capable maintenant d'aller augmenter un instrument, de diminuer un autre, qu'à l'époque c'était presque impossible. Oui, on n'en est qu'au début de ça. Pour le moment, ça coûte encore très cher, comme un peu les synthétiseurs dans les années 70. Mais oui, il y a cette possibilité d'aller rechercher des sons maintenant, même s'ils n'étaient pas sur une piste isolée. Donc ce qui ouvre considérablement le champ des possibles, comme sur la chanson des Beatles. On n'avait jamais pu utiliser la voix de John Lennon parce qu'il y avait une ronflette sur le son du piano. Et donc on a pu ressortir sa voix toute seule et mettre le piano de côté. Aujourd'hui, on fait de nouvelles versions des disques des Beatles avec un meilleur son, parce que le son stéréo de l'époque, c'était quand même très particulier. C'était un son stéréo. Tu avais la voix et la batterie d'un côté, et puis tout le reste de l'autre. Quand on écoute ça avec le casque, c'est quand même assez disproportionné. Mais aujourd'hui, on est arrivé à les refaire une piste avec chacun pour les remixer. Et on découvre des titres des Beatles qu'on connaît par cœur depuis plus de 50 ans, mais qui ont une pêche et une modernité qu'on ne soupçonnait pas. Un titre comme Taxman, ça sonne, mais c'est très 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 moderne. Donc on a encore énormément de choses à découvrir. Oui, en tout cas, à remettre au son du jour, non pas au goût du jour. Parce que ce qui fait que les années 80, la musique des années 80 n'est pas ringarde aujourd'hui, c'est qu'elle n'a plus évolué depuis, si ce n'est technologiquement au niveau du son. Mais l'arrivée du synthétiseur, il n'y a plus rien eu après le synthétiseur. C'est vrai. Donc voilà, la musique est devenue digitale, elle est toujours digitale. On a juste amélioré le son, il est beaucoup plus compressé aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on écoute un titre de Dua Lipa et qu'on le regarde sur un banc de montage, eh bien c'est monté comme une publicité. Le son est plat. Et ce qui fait que sur une petite sonorisation, sur le haut-parleur d'un GSM, on va entendre quelque chose qui a du relief. Mais c'est clair que ça sonne beaucoup moins bien que The Dark Side of the Moon de Pink Floyd sur un bon vinyle d'époque, et non pas un vinyle d'aujourd'hui, parce que sur les vinyles d'aujourd'hui, le son est compressé aussi. Tu es un fan de l'Angleterre. Oui, oui, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Voilà. Et tu fais encore des découvertes là? Alors, énormément, parce que on a l'impression qu'on entend tout ce qui a du succès en Angleterre, ce qui n'est pas vrai. Il y a énormément, on connaît Madness, mais les gens vont citer 4 chansons. En Angleterre, ils en connaissent 50. D'accord. Et tout est à l'avenant. Kate Bush, on connaît 3 chansons. Kate Bush a toujours une carrière, quand elle sort un album qui est énorme en Angleterre. Paul Weller des Jam. Paul Weller, c'est l'équivalent de Johnny Hallyday en Grande-Bretagne. C'est un phénomène. Ici, on connaît quelques titres du Style Council, peut-être un titre de Jam. Donc,
Et il se passe toujours beaucoup de choses en Grande-Bretagne, notamment grâce à la fréquentation des pubs et des playlists qu'ont ces pubs, parce que c'est comme chez nous, c'est des brasseries, et donc il y a des chaînes de pubs, hein, il y a des Bishop's Finger partout, il y a des Red Lion partout, et certains ont des playlists, et donc ils peuvent populariser des groupes grâce à ces playlists. Ils n'ont même pas besoin de passer à la radio. Et il y a beaucoup de groupes soul et de groupes rock qui sont extrêmement populaires en Angleterre, qu'on n'entend pas du tout ici. Et il y a encore des groupes et des jeunes, des groupes de jeunes. Je vais en citer un qui s'appelle par exemple les Girls, donc les Mouettes. Quel est le groupe français ou belge qui oserait s'appeler les Mouettes? Mais là ça sonne. Ils font du rock comme au début des années 70, déjà au niveau du son. Donc ça sonne vraiment comme les 10 Years After de l'époque, les Cream. Mais en plus, ils le vivent de manière rock'n'roll. Donc ce sont des gars, ils ont 2 voitures, un home car, hein, et ils font des tournées dans toutes les grandes villes, quitte à jouer dans la rue, parfois. Et évidemment, ils utilisent la technologie, les sites sociaux, etc. pour se faire connaître. Et ils mettent leurs titres sur Spotify. Mais c'est prodigieux. Je les ai vus un soir à York jouer. Et là, ils étaient dans un chouette cadre, mais c'était en plein air. Bon Dieu, le lendemain matin, on retombe sur eux. Ils étaient en train de partir. Mais ils faisaient les cons. Ils s'amusaient. Ils s'éclataient de la vie qu'ils menaient. Et ça c'est vraiment fabuleux. En France ou en Belgique, on ne voit pas ça. Non, on ne voit absolument pas ça. Mais la Grande-Bretagne a ceci de particulier, c'est que dans chaque ville, encore aujourd'hui, il y a plusieurs magasins de disques. D'accord. C'est inenvisageable chez nous. On On ne voit plus ça. Ça a toujours été le plus grand marché du disque au monde par tête d'habitant. Voilà. Et ça le reste. D'accord. Ça ressurgit chez nous maintenant, quoi. Oui. Ça redémarre petit à petit, quoi. On en parle plus qu'on ne le vit, évidemment. Ah, d'accord. Quand on voit le chiffre de vente, on peut être impressionné par le rayon disque qu'il y a chez MediaMarkt, mais quand ils disent le chiffre d'affaires que ça représente sur l'année, on se rend compte qu'il y a une vraie passion pour la musique chez ces gens de MediaMarkt. Je ne fais pas de pub, j'ai pas de... D'accord. Je n'ai pas. Mais ça n'est pas proportionnel au chiffre l'espace occupé n'est pas proportionnel au chiffre d'affaires qu'ils en tirent. Tandis qu'en Angleterre, des petits disquaires, dans des petites villes, aller dans le Kent, à Whitstable, aller à Canterbury, qui est quand même une ville un peu plus importante, mais une petite ville comme Whitstable, il y a 2 magasins de disques. Aller un peu plus loin, Feversham, il y a 2 ou 3 magasins de disques, c'est quand même incroyable. Alors de seconde main, mais de disques neufs également. Tu penses que tu auras autant à raconter sur les années 90 ou 2000? Alors les années 90 ont été très amusantes aussi. Hein. Elles ont été très, très amusantes, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on ne se rendait pas compte qu'on avait fait le tour de ce qui pouvait être fait au niveau musical, que la société se médiatisant de plus en plus, les courants musicaux se sont imbriqués de plus en plus, et donc il y a eu moins de courants, de moins en moins, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Le lecteur, c'est un nostalgique ou c'est quelqu'un qui fait une découverte? C'est un jeune qui découvre ou c'est un vieux qui est content de retrouver? Le livre a vraiment été fait pour les deux. J'ai eu ça a été vraiment le grand avantage d'avoir eu pour guide ou pour inspiration mon fils de 19 ans, de dire oui, voilà, il faut vraiment le faire pour les deux. Et puis, la radio sur laquelle donc je travaille, quand je fais la story sur Nostalgie, je pars toujours du principe que je ne parle pas à des gens qui connaissent. Voilà. Je peux parler de n'importe quoi, je remets toujours dans le contexte. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas de parler à des gens qui sont convaincus. Non, ça n'a aucun, pour moi, ça n'a aucun intérêt d'aller raconter U2 à des fans de U2. Non, moi, ce dont j'ai envie, c'est que j'adore U2, j'adore certains albums de U2 dans les années 80, et j'ai envie de partager cette passion que j'ai pour ces disques, pour ces groupes. Et donc, d'aller chercher de nouvelles oreilles. C'est ce que tu as fait avec moi, voilà. Et de redécouvrir et de réouvrir ces tiroirs. Exactement. Brice, je te remercie d'être venu. Merci beaucoup, Willy, de m'avoir invité. Et bon congé. Ah bah oui, évidemment. Et bonne fin d'année. Et bonne fin d'année. Et bonne année si on est en 2024.
Merci.